Un adolescent a donc été poignardé à mort ce matin. Une rixe a éclaté et la victime a été touchée par plusieurs coups de couteau. Parce que faut se faire respecter, les filles. Si je ne suis pas respecté, ça va être comme une pute. Ah, ça, c'est carrément le petit clan. Dans l'eau, il y en a un qui a déjà pris un coup de fusil au niveau de la jambe. Allez, 5 par 5. C'est ça la taille d'une cellule. Est-ce que tu te vois vivre 22 heures sur 24 dedans? C'est pour leur montrer la réalité d'une cellule, c'est pas ce qu'on voit sur Snapchat. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à tuer pour un regard, pour une provocation sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il faut savoir que le couteau, ça va être l'arme qui tue le plus chez les jeunes en France. C'est pas l'arme à feu, ça va être le couteau. Alors pourquoi un couteau du coup? Balafré. Toutes vos bêtises d'aujourd'hui pourraient avoir une conséquence toute votre vie. Bonsoir et bienvenue dans Enquête exclusive qui vous plonge ce soir au cœur de la violence des jeunes, des guerres entre bandes, un phénomène qui gagne tout le territoire. Nous sommes en plein Paris, sur la dalle de Beaugrenelle, à 2 pas de la Tour Eiffel, et ici même, des bandes de jeunes se sont affrontés extrêmement violemment et il y a eu des blessés dans leur rang. Il faut savoir que l'an dernier, ce sont 14 jeunes qui sont morts au cours de rixes. Ce phénomène, que l'on croyait réservé à la périphérie des villes, aux cités, gagne aujourd'hui les villes moyennes, mais aussi les territoires ruraux. Pour les besoins de cette enquête, nous avons suivi les policiers de l'Essonne qui ont mis en place un dispositif spécial pour déjouer ces rixes entre jeunes. Nous avons également rencontré des familles, des parents, désemparés par cette violence. Ils ont parfois perdu un enfant. Rixes, meurtres, enquête sur l'hyperviolence des jeunes, sur la guerre des bandes. C'est un document signé Karim Bouafi pour Tony Committee Productions et Enquête exclusive. Au petit matin, au sud de Paris, dans le département de l'Essonne. Bonjour, ça va et vous? Bonjour. La police prépare une opération inimaginable il y a quelques années seulement. Donc ce matin, on va réaliser une opération fouille de sac au lycée Paul Langin à Sainte-Geneviève-des-Bois. Alors je vous demanderai d'inspecter les sacs pour appréhender les armes blanches ou les stupéfiants que vous pourrez trouver. Bonjour. Depuis un an, une fois par semaine, il contrôle un collège ou un lycée du département. Super, je vous remercie monsieur. On va procéder à une fouille de votre sac. Comment? Mais on va regarder votre sac. Vous avez rien de dangereux? Non, c'est pas lycéen. Mais vous avez pas vu ce qui s'est passé hier? Non. Un collégien qui a poignardé une professeure. Ah mais c'est pas moi ça. Oui, mais on fouille les sacs, monsieur. C'était à Strasbourg le 24 septembre 2025. Nicolas, 14 ans, poignarde une professeure avant de se tuer. Mademoiselle, vous venez vers nous, s'il vous plaît? Soyez pas timide, hein? On va pas vous manger? On peut être amené à trouver des armes blanches ou des choses illégales qui n'ont rien à faire dans un établissement scolaire. Merci. Ok, c'est bon. Depuis un an, l'Essonne s'est dotée d'un plan de prévention anti-rixes. Bonjour, mademoiselle. L'année dernière, il y a eu un règlement de compte entre lycéens. Un élève a été attaqué à coups de marteau à la sortie, justement, au niveau des bus. Marteau, machette, batte de baseball. Fini le temps où il suffisait d'un coup de poing pour en découdre. Les mineurs, lorsqu'ils agressent physiquement, utilisent de plus en plus d'armes blanches. Dans ces bagarres, en 2025, une arme semble prendre le dessus, le couteau. Au nord de Paris, en Seine-Saint-Denis, quelques adolescents de 14, 15 et 16 ans nous ont montré une partie de leur panoplie. Ça, c'est un Pinel 12. Prévu pour la chasse, le jardin ou la table, sa lame fait 12 cm. Quand on marche en groupe, il y a toujours un qui a un couteau. Pourquoi? Parce qu'à tout moment, ça peut partir. Quand on est en descente, quand on doit régler des comptes, à tout moment, on peut croiser des gens, les ennemis. On est prêt. Tu fermes, tu le mets là. T'es pas cramé. Un couteau, ça rentre dans la poche. Je suis pas visible. On fait plus de dégâts. Le couteau, une arme qui surgit de plus en plus lors d'une bagarre avec la bande adverse. C'est des traumatisés. Ouais. Leur faire peur. Moi, ils sont en stress, je sais pas. Déjà, ils vont arrêter les embrouilles. Les embrouilles, autrement dit, une rixe entre deux bandes. Ça se trouve, l'ennemi en face, il a un couteau. Nous, là, on a nos poings. C'est-à-dire qu'il aurait plus de chances de nous faire du mal que nous avec nos poings. Il ne s'agit plus seulement de gagner face à la bande rivale, il s'agit désormais de faire le plus de mal possible.
C'est le grand paradoxe de l'insécurité. Contrairement aux idées reçues, la délinquance des mineurs baisse depuis une dizaine d'années. Mais leurs agressions avec armes sont en revanche plus nombreuses et d'une extrême violence. En un an, en France, 14 jeunes sont morts sous les lames de toutes sortes de couteaux. Le plus souvent au cours d'une bagarre entre bandes. Il y en a eu 300 en Île-de-France en 2024. C'est là que j'ai trouvé la victime. On n'a pas réussi à la réanimer et les pompiers, le SAMU, personne n'a réussi. Abbas, 16 ans, une des plus récentes victimes de rixes à Paris. Quand ils ne sortent pas les couteaux, voilà, pour Américain, tout ce qui peut laisser un jeune à terre est bon. Vous pouvez imaginer les dégâts que ça peut faire. Aujourd'hui, ça leur fait ni chaud ni froid d'enlever une vie à quelqu'un. À l'origine de ces rixes qui dégénèrent 3 fois rien. Là, on a fait du sale, là. Là, c'est nous, là, on est en train de les enculer partout, là. Un regard, une provocation sur les réseaux sociaux et surtout, un territoire à défendre. Toute l'allée là, de là-bas, là, au début de la ligne, jusqu'à ici. Ça, c'est la frontière. Si vous les voyez ici, c'est qu'il y a une embrouille, il y a une rixe. Après la guerre de territoire, le deuil, parfois absurde. Bonjour Ismaël, maman est là, je suis venue te faire un petit coucou. Des marches blanches et des mères courageuses qui tentent de recoller les morceaux. C'est la maman de celui-même qui a tué mon fils, ça dit beaucoup de choses. Pour casser la spirale de la violence, Qui est prêt à venger son pote si demain il se fait tuer? un repenti tente de calmer les esprits. J'ai rien gagné, moi, dans cette histoire. Les jeunes qui dépassent les bornes ne sont pas tous dans les quartiers sensibles. À Nantes, Strasbourg ou Nogent dans la Marne, des adolescents agressent parfois mortellement d'autres jeunes, un professeur ou en juin dernier une surveillante, Mélanie. Elle court vers moi. Quentin, elle la plante dans le dos, à l'épaule et dans la côte. Après ce drame, depuis septembre 2025, ces armes sont interdites à la vente. Couteau zombie, machette, coup de poing américain. Alors, une question se pose. Pourquoi des adolescents vont-ils aujourd'hui jusqu'à blesser grièvement ou tuer? Sont-ils le symptôme d'une société malade ou d'une jeunesse sans repère? À 30 km au sud de Paris, l'Essonne. Depuis des décennies, ce département concentre un tiers de toutes les rixes recensées en France. Pour tenter de les empêcher, un groupe de sécurité et proximité de la police nationale sillonne aujourd'hui Sainte-Geneviève-des-Bois. Ouais, le GSP 300 Alpha, vous pouvez nous réitérer l'adresse là pour la vente de feuilles. Sur ces caméras, le commissariat central a repéré un mouvement suspect de plusieurs jeunes. Moi, c'est pris. Une vingtaine de mineurs qui pourraient bien être en route pour une bagarre entre bandes. Les adolescents de Sainte-Geneviève-des-Bois sont en conflit avec les bandes de plusieurs villes voisines. Ça compte, c'est comme ça. Le GSP 300, ça court. Rue de l'Orangerie, Sainte-Geneviève-des-Bois. À l'arrivée de la police, les jeunes se dispersent. Et à leur vue, celui-là s'enfuit. En direction du carrefour. Ouais, j'aurais dû maintenir. Je m'attendais pas que ce soit lui en fait. Ouais, ça va. D'autres policiers ont déjà mis la main sur une partie de la bande, une dizaine d'adolescents. Non. Là derrière, là-bas. On peut les faire, ceux-là. Ça va monter dans le bus. Si la rixe est sans doute déjà évitée, Là, à droite, ils sont. reste à interpeller le plus de jeunes possible. Allez, on va aller là-bas. Arrête-toi. Remonte. Il va se fatiguer. Faire ça, c'est... Il va se fatiguer avant nous. Le mineur continue sa course, plus pour longtemps. Pourquoi tu cours? Vous faisiez quoi avec tes potes là? Je sais pas, moi j'attendais le bus. Non, vous êtes plein. J'étais pas avec tes eux. collègues, ils contrôlent une dizaine de tes potes. Nous, on en a vu 10 aussi. Il y avait beaucoup de monde là. Moi j'attendais le bus. Quoi, quand vous voyez la police, vous partez en courant? Et vous êtes 20 à partir en courant? Et quand on vous demande de vous arrêter, vous arrêtez Moi, pas? je sais pas, moi. Expliquez-moi, on veut juste comprendre. Je sais pas, vous me faites peur. S'il y a un truc qui se prépare, faut peut-être en parler quoi. Moi je sais pas. La réponse est juste à côté,
dans ce bus. Ah ouais, il y a un mortier à côté comme par hasard. Mais il y a pas les mails ou quoi? Allez, viens. De toute évidence, ces jeunes n'étaient pas en route pour une fête foraine. Alors c'est fait pourquoi ça? Bah, c'est un mortier d'artifice, hein, donc feu d'artifice de base utilisé pour tirer sur la police ou entre eux pour des guerres interbandes. Ces mortiers d'artifice, un classique dans les rixes. Des armes peu précises, mais extrêmement dangereuses. Ces boules de feu sont assez puissantes pour crever un œil ou brûler un visage. Ok, ça c'est qui? C'est qui alors? Salut? C'est très simple, hein. C'est posé à côté de toi. Soit c'est à toi, soit tu as forcément vu qu'il a posé à côté de toi. Pourquoi je le verrais? Bah parce que tu as des yeux comme moi. Oui, mais j'avais le dos tourné. Ah, t'as peut-être avec le dos tourné. Impossible d'identifier le porteur de ce mortier. Plus facile quand l'arme est dans une poche. Voilà. Alors ça sert à quoi ça? Donc là on a un brise-vide qui sert d'arme, tout bête, hein, coup de marteau avec le bout pointu. Donc c'est accessible à tous dans les trains ou dans les bus. Et je dirais dans la poche, pourquoi? Bah, puisque je l'ai ramassé. Pourquoi faire? Je sais pas. Bah tu sais pas, si tu sais très bien. Oui, non, j'ai ramassé, je l'ai trouvé. C'est pour te défendre. Alors tu l'as ramassé dans les buissons, regarde, il est tout neuf, même pas sale. Des armes, une vingtaine de jeunes interpellés. Pour le major Thierry, pas de doute. Concrètement, il y avait une rixe qui était prévue, je pense. Avoué à demi-mot par l'un du groupe, qui nous explique qu'il devait se rendre sur la commune adverse, avec qui ils sont en conflit, pour en découdre. Donc toi, tu vas venir avec nous? Pour le truc que tu as trouvé? Ouais, je te fais dans les bis. Voilà, tu diras ça dans ton audition. Et t'expliqueras ça à tes parents, pareil. Et toi, même chose, tu vas venir avec nous pour t'expliquer par rapport à ça. Les jeunes ont été interpellés il y a 15 minutes seulement. Jeune homme, c'est pas un spectacle, on y va. Et dans cette rue de Sainte-Geneviève-des-Bois, la tension monte d'un cran. Les 7 mineurs, y compris ceux qui n'avaient pas d'armes sur eux, doivent être entendus au commissariat. Une nouvelle rixe a été évitée. On est arrivé avant le drame, entre guillemets, parce que bon, avec les armes qu'ils avaient, ça peut tout de suite faire mal. Le brise-vite, même avec des coups, on peut tuer un homme, largement. Ces jeunes de Sainte-Geneviève-des-Bois se rendaient sans doute sur le territoire voisin de Saint-Michel-sur-Orge. Une avenue sépare les deux quartiers en conflit. À Saint-Michel, une équipe de la BAC veille aussi au grain. Johan, 17 ans de service en Essonne, a grandi ici. Il est chef d'équipe. Ouais, c'est reçu, tu me fais une visio quand t'es sur place. Moi, quand j'ai commencé, les jeunes, ils partaient en découdre dans un autre quartier. Ils ramassaient tout ce qu'ils trouvaient par terre pour aller se battre. Aujourd'hui, ils sont préparés, ils partent déjà avec des armes blanches, avec des gazeuses, avec des brise-vitres, des marteaux. Et on se rend compte que c'est des jeunes de 12, 13, 14 ans des fois qu'on interpelle. Donc là, on va aller faire une petite physio avant pour voir s'il n'y a pas de recoupement. On regardera aussi les sorties d'école. Johan connaît les parents de la plupart de ces jeunes. Non, on n'a rien du tout. Déjà, je sors de l'école. Rien de dangereux, vous en mettez les mains des poches. On va procéder à une palpation. La particularité du 91, c'est que les phénomènes de rixe sont récurrents. C'est-à-dire que là, c'est Saint-Michel contre Sainte-Geneviève-des-Bois. Il va y avoir Saint-Michel contre Bretigny, en fait, toutes les villes limitrophes. Donc, par exemple, Sainte-Geneviève-des-Bois va se battre aussi avec Fleury-Mérogis. Et ainsi de suite dans le département. Corbeil avec Évry, Grigny avec Ris-Orangis. Quant à leur possible implication dans les rixes, les jeunes ont des réponses plutôt surprenantes. Mais j'ai appris que les quartiers pouvaient être en guerre dans ce coin-là. C'est vrai ou c'est faux? Non, c'est faux, c'est fait qui relou. Je pense que du ça, ouais. Il y en a des embrouilles, mais ça, c'est ceux qui sont dans les embrouilles qui vont nous parler de ça. C'est nouveau, ça, ce que vous. Voilà, moi, je pensais que c'était que dans l'équipe d'avant. Je savais pas que c'était réel. Et pas dedans, c'est pas de nous. En réalité, cette bande de jeunes est bien connue des services de police.
Ah, ça, c'est carrément le petit clan qui est dans l'embrouille avec Sainte-Geneviève-des-Bois. Voilà. Dans l'eau, il y en a un qui a déjà pris un coup de fusil au niveau de la jambe. Voilà, c'est vraiment une guerre de territoire. C'est à qui sera le plus fort, le quartier qui va avoir une plus grosse notoriété. Et en fait, c'est difficile de leur faire comprendre. Pourtant, ils ont perdu un ami à eux il y a quelques années. Hein. Arthur est mort sauvagement lynché il y a 4 ans. Son meurtrier vient d'être condamné à 20 ans de prison. Il venait de Sainte-Geneviève-des-Bois. Pas d'armes ce jour-là. Mais les policiers conservent dans leur bureau quelques trophées saisis ces derniers mois sur des mineurs. La panoplie complète des jeunes les plus violents. En fait, sur cette table, c'est la plupart des armes par destination ou armes blanches qu'on trouve lors des rixes. Par exemple, là, il y a une batte de baseball où ils ont mis des têtes de clous. Voilà. Donc, comme ça fait des dégâts. Là, ça, en fait, c'est des mortiers. Voilà, de plus en plus de jeunes, maintenant, ont des mortiers et s'en servent contre eux, soit contre les forces de l'ordre aussi, également. Sur le visage, ça peut nous créer une brûlure. Par contre, dans le tapant, oui, il peut y avoir des séquelles. Voilà, point américain, où là, vous avez un point américain d'un autre style, où de chaque côté, en fait, il y a des lames. Donc, vous pouvez imaginer les dégâts que ça peut faire. Voilà, des couteaux de type Rambo. Voilà. Ça arrive assez régulièrement pour les tireurs. En fait, ils prennent tout ce qu'ils ont sous la main chez eux. Ça, par exemple, ça peut être un couteau de cuisine voilà, qui est au domicile. Les jeunes, quand on les interpelle avec ça dans les mains, en fait, ils n'ont aucune conscience. Ils ne se rendent même pas compte le danger que ça peut amener d'avoir ça dans les mains. Et en ce moment, en fait, on a la sensation vraiment que la vie, elle n'a pas de prix pour ces jeunes. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à tuer pour un regard, pour une provocation sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ça leur fait ni chaud ni froid d'enlever une vie à quelqu'un. Fouilles devant les écoles, patrouilles, boucles WhatsApp entre rectorats, policiers, hôpitaux, veille des réseaux sociaux, médiateurs. Le dispositif d'alerte anti-rix de l'Essonne permettrait d'éviter, selon la police, 200 affrontements entre bandes dans le département chaque année. Qu'ils soient de Saint-Michel ou de Sainte-Geneviève, tous les mineurs interpellés sur la zone sont conduits dans ce commissariat. Pour les 7 ados de 14 à 17 ans qui s'apprêtaient à se battre avec un mortier et un brise-vitre, la garde à vue commence officiellement. Fleury-Mérogis, la commune juste à côté. Il aimerait habiter dans le 16e. Dans ce bon petit appart haussmannien. T'as quel âge, 17 ou 16 encore 17. Ok, bon. Quelle place en garde à vue, ok? Dans le cadre de la garde à vue, t'es mineur, t'auras un avocat commis d'office, ok? Il faudrait les coordonnées de ta maman ou ton papa que je le prévienne. T'as un numéro de téléphone? Ok, pour le premier. Ensuite, suivant. Déplacement en garde à vue pour la BMP, participation à un groupement armé pour commettre une infraction, un crime ou un délit. Tu veux médecin ou pas? Médecin, oui. Avocat, oui. Maman, oui. Depuis 2010, la participation à un groupement armé est un délit puni d'1 an de prison et 15 000 € d'amende. Oui, bonjour madame, c'est le commissariat de Sainte-Geneviève-des-Bois. Au téléphone. Les policiers doivent prévenir au plus vite les parents. Oui, on vient d'interpeller votre fils à l'instant. Parce qu'en gros, il faisait partie d'une bande qui s'apprêtait à faire des rixes. Et il a été retrouvé porteur d'un marteau brise-vitre, donc port d'armes prohibé. Oui. Je l'appelais pour qu'il aille à Carrefour. Ben voilà, malheureusement, il ne pourra pas aller à Carrefour parce qu'il est en garde à vue au commissariat de Sainte-Geneviève-des-Bois. On vous rappellera pour donner plus d'informations plus tard. Voilà madame, passez une bonne soirée en tout cas. Dans cette zone sensible, cette tentative de rixe n'est pas prise à la légère. Cordon, bague, collier, montre, c'est sûr, t'as rien d'autre sur toi. Hein. Les 7 mineurs sont placés en cellule pour la nuit. Avant d'être présentés demain à un juge des enfants. Pour éviter d'en arriver là, le département de l'Essonne a renforcé son plan de prévention de la violence en milieu scolaire. Sandra, major à Sainte-Geneviève-des-Bois, connaît tous les modes opératoires de ces violences entre jeunes. Vous allez découvrir qu'elles sont très codifiées, centrées sur l'honneur et la réputation. Allez-y, bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Ce matin, elle intervient dans un collège de Saint-Michel-sur-Orge classé prioritaire.
Dans ce quartier, c'est une vraie réalité et on a beaucoup de jeunes qui sont impliqués et plus qu'on ne le pense. Au niveau de la violence, en fait, il y a eu quand même plusieurs générations et ça peut aller très très loin, surtout que ça a été un quartier qui a été très touché, qui a été très victime. Donc aujourd'hui, on a quand même une certaine violence qui ressort parce qu'ils ne veulent plus passer pour des victimes. Ça va faire la bagarre pour redorer l'honneur du quartier. Allez, s'il vous plaît. Nous allons parler d'un sujet que vous connaissez, à savoir les rixes. Aujourd'hui, il faut savoir que le couteau, ça va être l'arme qui tue le plus chez les jeunes en France. C'est pas l'arme à feu, ça va être le couteau. Alors pourquoi un couteau, du coup? Balafré. Laisser des cicatrices. Des cicatrices que tu auras à vie, qui te rappelleront qu'à ce moment-là, dans ta vie, toi, tu as été moins bon, tu as été plus faible que les autres. Dans ces affrontements, le rôle des filles et celui des garçons sont bien définis. Et donc les garçons, leur rôle, c'est quoi? Ils attendent la personne. Les garçons, c'est effectivement très souvent eux qui vont se battre. Eux vont passer à l'action. Eux vont agir. Les filles, elles vont être un peu plus dans l'ombre. Effectivement, ça va être la donneuse de go, celle qui va donner le rendez-vous. Ça peut être celle qui va donner les infos. Parce qu'on va pas forcément se méfier. Bah tiens, il finit à telle heure, il traîne avec telle personne, il prend tel bus. Les réseaux sociaux jouent un rôle clé dans cette escalade de la violence. Snapchat, Instagram, TikTok, les informations et les provocations circulent à la vitesse de la lumière. Un mot, une photo suffisent à allumer la mèche. En quoi ça peut avoir son importance, les réseaux sociaux, d'après vous? On peut relayer des informations de manière beaucoup plus rapide. Faire des guet-apens. Faire des guet-apens, mais plus que ça. Diffuser des vidéos. Tu peux diffuser le guet-apens. Ah, les affaires des gens. Oui, mais du coup, à quoi ça sert les réseaux? Quand vous piquez quelque chose, vous en faites quoi? Et afficher. Ce qu'on appellera, nous, des trophées. On a un top 3 des trophées qui ressort le plus souvent dans tout ce qui va être clip, etc. D'après vous, c'est quoi? Les chaussures, numéro 1. Je vous dis, hein, faites-vous piquer votre téléphone, vos parents, dans 15 ans, ils n'y penseront plus. Par contre, ils se rappelleront toujours que vous êtes rentrés pieds nus. Et du coup, pour votre famille, ça va avoir un impact. Et pour vous aussi, parce que ça va être une honte. Ensuite, Les casquettes. les casquettes, numéro 2. La photo de la tête d'une personne. Et comment tu l'as, la photo, en général? Dans les carnets. Et le carnet de correspondance. Dernier message plus concret, les conséquences. De plus en plus d'entreprises privées ont accès au casier judiciaire et même certains recruteurs sportifs maintenant regardent. Et même pour certains stages de 3e, des entreprises peuvent vous demander un casier judiciaire. Toutes vos bêtises d'aujourd'hui pourraient avoir une conséquence toute votre vie. Vous avez les cartes entre vos mains, à vous de faire le maximum pour mettre des chances pour votre avenir. Ok? Merci à vous, c'était cool. Bonne fin de journée. Si un seul de ces collégiens comprend que la violence n'est pas une fatalité, alors le message de Sandra sera passé. Ce phénomène de rixes, souvent spectaculaire, reste très marginal. Laurent Mucchielli, sociologue, les étudie depuis plus de 30 ans. Pour lui, c'est l'histoire sans fin de la guerre des boutons. Les rixes, c'est inhérent, au fond, à la construction masculine, le groupe de pairs, PAIRS, hein, les mêmes, les copains. C'est quelque chose qui est vieux comme le monde. Je veux dire, dans les sociétés rurales, c'était des bagarres entre jeunes de village, hein, et qui se répétaient souvent de génération en génération. Donc aujourd'hui, évidemment, il n'y a plus de village, on est en ville, donc ça va concerner plutôt des quartiers. Et on trouve ça, évidemment, beaucoup plus dans les milieux populaires, avec des jeunes qui s'identifient et défendent un territoire, un micro-territoire en fait, hein, du village ou du quartier. Ce territoire, sa réputation, ses habitants. Des Apaches aux blousons noirs, aux jeunes des cités. On change la dénomination selon l'époque et la mode, mais au fond on parle toujours de la même chose en fait. Et contrairement à une idée reçue, chiffre à l'appui, le chercheur désamorce l'idée que la délinquance des mineurs est en hausse. On va sur le site internet du ministère de la Justice et on cherche un volume statistique qui s'appelle « Les condamnations ». En 2013, on trouve 557 mineurs condamnés pour crime en France. En 2023, on en trouve 379, donc 32% de moins. Ces discours, encore une fois, sur l'augmentation perpétuelle, dramatique de la violence des jeunes, etc., ne correspondent pas à la réalité. C'est juste faux, point. Si la délinquance des mineurs baisse depuis 10 ans, dans certains endroits, les rixes, elles, se multiplient.
comme à Paris. Un adolescent a donc été poignardé à mort ce matin devant le lycée Rodin dans le 13e arrondissement de Paris. Une rixe a éclaté et la victime a été touchée par plusieurs coups de couteau. Abbas n'avait que 16 ans. C'est un des derniers adolescents tués dans une rixe à Paris. Sa mort serait liée à une rivalité bien connue entre deux bandes du 13e arrondissement parisien, celle de la rue de l'Amiral Mouchet et celle du quartier Glacière. Cet ami d'Abbas en est à peine surpris. Ici, la violence partirait comme une étincelle. À 13e, tout part vite. Hein. Même quand on veut estimer les problèmes et qu'on veut pas être dedans, tous les temps, ils viennent à vous. Quand on s'entend leur mal, faire attention. Dans 13e, on peut se faire porter pour un regard, pour un toujours aller en mal ou un ça vient d'où. Ça peut partir très très vite. Ça vient d'où? Autrement dit, tu n'es pas d'ici. Il suffit parfois de rien pour chauffer une bande contre une autre. Aujourd'hui, c'était lui. Demain, on a peur que ça soit un autre enfant qui soit touché. Faut que tout s'arrête. 26 rixes ont été enregistrés à Paris en 2024. 2 fois plus que l'année précédente. Et 1 fois sur 2, des armes. Bilan dans la capitale, 63 blessés et 2 morts. L'agresseur présumé d'Abbas, 16 ans lui aussi, a été mis en examen pour assassinat et violence aggravée. Il a été placé en détention provisoire. Perdre un enfant, il n'y a rien de pire pour un parent. Awa Diabaté en a fait la douloureuse expérience. C'est difficile. C'est un peu lourd de venir sur la tombe de son fils. C'est fort. Cette maman se rend toutes les 2 semaines dans ce cimetière de l'Est parisien, à Pantin. Bonjour Ismaël, maman est là. Je suis venue te faire un petit coucou ce matin et je suis avec tata Isabelle. Ouais, c'est propre. Ismaël est mort à 15 ans, tué à Paris à coups de couteau. Une date gravée à vie dans sa mémoire. Ismaël est décédé le 13 janvier 2018 à la rue Roquette et suite à une bagarre entre jeunes de Riquet et de Roquette. Et en voulant s'être imposé, il avait reçu un coup de couteau au dos. On ne doit pas mourir dans la rue comme ça. Non, 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 c'est pas possible. Ismaël tournait un clip avec ses copains de la MJC du quartier de la Roquette à Paris quand la bagarre a éclaté. Il aurait été poignardé alors qu'il tentait de s'interposer. Mourir parce qu'un autre gamin lui plante un couteau, c'est inacceptable. C'est pas possible. L'autre gamin, c'est lui. Il y a l'auteur des films et pas la victime parce qu'en sort d'hiver, elle est dans son provisoire dans un quartier mineur. Un adolescent du quartier Riquet dans le 19e arrondissement, en guerre depuis des années contre la Roquette. Depuis sa prison, où il a purgé une peine de 5 ans pour le meurtre d'Ismaël, le tueur joue au caïd. Ça l'a pas raté, ça l'a pas terrasse, ça l'a laissé au sol. Bien sûr que l'opinel a servi plus d'une fois. Un rap sur le meurtre qu'il a commis, à la gloire de l'hyperviolence. Moi, je suis passée de la colère à la détresse, à la culpabilité. J'ai connu toutes ces phases. Et je suis arrivée à la résilience un peu. J'essaie d'être forte, d'aller vers les jeunes, de parler avec les jeunes. Parce que chaque fois qu'il y a un jeune qui tombe, je suis peinée, très peinée. On s'arrête là. Bon, Miss Fo, nous on est partis, hein. Ismaël ne doit pas être mort en vain. Cette maman a décidé de se battre pour stopper les rixes par tous les moyens. Mettez tout ça ici. Des maraudes dans Paris pour sensibiliser les jeunes. Et tous les ans, elle organise une marche citoyenne à 2 pas de la rue de la Roquette, où son fils est tombé. Et tous ces jeunes qui sont derrière, ils ne sont pas de mon quartier. Ils sont du 20e, du 19e, du 18e. Moi, c'était le but, que les jeunes puissent marcher main dans la main, sans violence. Même les quartiers les plus opposés, aujourd'hui, sont ensemble. Moi, j'ai gagné mon pari. Le combat d'Awa ne semble pas vain.
Dans les quartiers du nord-est parisien, les bandes semblent s'affronter davantage sur les réseaux sociaux et par rap interposé qu'à coups de couteau. Moi, depuis la mort d'Ismaël, il n'y a pas de risque dans nos quartiers, mais c'est parce qu'il y a un travail qui a été très bien fait. Parce qu'à un moment, il faut que les jeunes aussi soient des acteurs. Des acteurs vraiment pour la paix dans nos quartiers. Pendant cette marche, une scène étonnante se produit. Cette femme qui embrasse Hawa est entrée dans sa vie le jour du drame qui a tué Ismaël. Oui, c'est la maman de celui-même qui a tué mon fils. C'est pour dire combien de fois c'est fort qu'elle soit là. Parce que quand on fait l'événement, elle vient, elle se bat pour tous les enfants à Paris. C'est pas difficile, c'est pas facile pour elle non plus. Et elle a tenu à être à mes côtés. Vraiment, ça dit beaucoup de choses. Merci à qui est venu du 19e pour venir nous soutenir. Merci. Dans la foule ce jour-là, peu de papas. Beaucoup ont déserté leur famille, laissant les mères seules face à leurs adolescents. Depuis le drame, les deux mamans se rencontrent de temps en temps. L'une et l'autre luttent dans leur quartier parisien contre la violence de certains ados. Salam alaikum. Hawa était conseillère à la Poste, elle, femme de ménage. Les deux femmes ne se connaissaient pas avant le drame. J'ai vraiment réellement connu au tribunal, le jour du procès. Parce que je l'ai vu combien de fois elle était peinée, et puis je suis allée vers elle. Mais je pense que ce jour-là, elle s'est effondrée. On a pleuré vraiment ensemble toutes les deux. C'était dur parce que j'ai piqué pour sa maman. Et si c'était comme si c'était moi. En tête de ça, comme un ado. Après sa peine de prison pour le meurtre d'Ismaël, son fils est aujourd'hui de nouveau incarcéré pour d'autres faits. Sa mère n'a rien vu venir, même pas le clip provoquant. Pour ces deux mamans, un même constat. Nos ados sont parfois des inconnus. Les parents n'ont pas la maîtrise de leurs enfants quand il s'agit des réseaux sociaux. C'est très, très, très compliqué. Ils se sentent rejetés de la société. Il faut vivre dans ces quartiers pour comprendre. Pour comprendre pourquoi des quartiers se font la guerre et comment des jeunes, pour s'affirmer, entrent parfois dans une spirale violente, direction le 9-3. La Seine-Saint-Denis, où le quartier du Chêne-Pointu, à Clichy-sous-Bois, est en conflit avec celui des Bosquets, à Montfermeil. Et pas pour des points de deal de drogue. Des membres de la bande du Chêne-Pointu ont accepté de nous rencontrer. Brice, Hicham, Xavier et Oumar sont âgés de seulement 14, 15 et 16 ans. Ils sont en alerte permanente. C'est ici, c'est le chêne là, c'est le chêne là, regarde comment on est méchant. Sur ces images tournées il y a quelques semaines, les jeunes de Clichy-sous-Bois nous montrent une de leurs dernières descentes. Donc on les enculés là. Regarde, là. Là, c'est nous, là, on est en train de les enculer partout, là. C'était contre qui, ça? Les mecs des Bosquets. Et vous avez fait quoi, exactement? C'est un contre eux. C'est Ritz, à la cimetière. Ça a frappé, ça a tout fait. C'est le ghetto, j'ai envie de te dire. Voilà, c'est le chêne. Ces images sont leur seul trophée. Immédiatement mises en ligne, elles font aussi mal qu'un coup de bâton. Elles ridiculisent l'adversaire. Alors pourquoi toute cette violence? Eh bien le plus fou, aucun des adolescents ne connaît la genèse de cette guerre contre le quartier des Bosquets. Nos gros, ils se sont battus avec eux et ça suit. Hein. Moi, ça, comment j'avais 15 ans, ils ont mêlé un pote à moi, comme ça, et après, ça a arrêté plus. Hein. Mais pour défendre quoi au juste? En manque de repères, ces ados justifient leurs actes comme ils le peuvent. Pour l'honneur. L'honneur. À chaque bagarre, tu gagnes du respect. Parce que faut se faire respecter, les filles. Si je t'ai pas respecté, ça va être comme une pute. Et pour se faire respecter, comme ils disent, ces jeunes semblent n'avoir plus aucune limite. Je prends une boîte avec tout.
des tapis et tout, on va les fumer. Un regard mal, un manque de respect, un petit mot de travers, ça brille. Hein. Alors s'ils peuvent me laisser sur ça, on va le laisser sur ça. On va aller à l'hôpital. Ça s'arrête pas, ça ne s'arrête jamais. C'est jusqu'à eux, ils abandonnent. On va jamais abandonner. Et tu rêves pas d'une meilleure vie, d'une autre vie? Si ma vie, elle a été faite pour que ça se finisse comme ça va se finir comme ça. Une spirale sans fin, des vies gâchées. Pour comprendre un peu mieux cette guerre qui oppose le chêne pointu au bosquet, un grand frère de Clichy-sous-Bois nous donne quelques indices sur ces histoires de territoire. Eux se mettaient là, sur le dos d'âne, nous on se mettait là. Plus sur Clichy, ils se mettaient plus sur mon travail. Et nous, on se rentrait dedans. Jusqu'à ça recule. Si tu recules trop, tu perds. Alors, on se battait, et on venait. Des fois, ça venait avec des mortiers, des couteaux, plein de choses. Hein. Et surtout l'engrenage auquel il est difficile d'échapper. Pourquoi on défend cette honneur-là? C'est parce que les gars nous mettent dans la tête. Les petits, tu vois les plus grands claques se battre et défendre le nom du quartier. Tu veux faire pareil. Et là, tu es au quartier tous les jours, tu vois les gars, ils font ça. C'est un tournage maintenant. Et tu peux pas passer pour un faible. C'est génération en génération. Et comme toute guerre, elle a ses règles, ses tranchées et ses territoires à ne surtout pas dépasser. Ici, c'est la frontière. Regardez, elle est là, la frontière. Toute l'allée, là. De là-bas, là, au début de la ligne, jusqu'à ici. Ça, c'est la frontière. Et c'est chaud. Les petits de mon quartier ne peuvent pas venir comme ça. À chaque fois, si vous les voyez ici, c'est qu'il y a un embrouille, il y a une rixe. Incapable d'accabler la jeune génération, ce grand frère ne regrette qu'à demi-mot les anciennes bagarres qu'il a pu mener. Mais à cet âge-là, moi, je pensais que c'était bien. Je défendais bien mon quartier, j'étais là, j'étais content. Quand je voyais les vidéos, j'étais content, je regardais les vidéos, j'étais content. Mais après, maintenant, je sais que c'est une perte de temps, j'ai grandi, ça y est, je passe à autre chose. Avec le temps, j'ai compris. Mais à cet âge-là, je comprenais pas. J'aimais bien. Clichy-sous-Bois est la 10e ville la plus pauvre de France. Et le contexte social de cette zone expliquerait en grande partie cette violence. Pour le sociologue Laurent Mucchielli, ces jeunes y trouveraient un refuge après une suite d'échecs. Le premier facteur qui distingue les adolescents qui seront délinquants plus tard, c'est l'existence de graves conflits dans la famille, accompagnés ou pas de violences. Et c'est une famille qu'on va avoir par la suite tendance à éviter. Bon. Le deuxième facteur, c'est le deuxième milieu de socialisation qui arrive, c'est l'école. Ces adolescents-là, ils sont plus de 8 fois sur 10 en situation d'échec scolaire. Donc ça fait deux facteurs en fait qui vous enlèvent, qui vous éjectent vers quoi? Vers la rue. D'où le troisième facteur qui est le quartier dans lequel vous habitez. Si les jeunes en question habitent dans des quartiers très précaires où il y a déjà beaucoup de jeunes dans la même situation qui traînent dans la rue, ils vont se mettre à traîner, ils vont rencontrer ces jeunes et ils vont se faire entraîner et engrainer dans les phénomènes. On parle de situations vraiment beaucoup plus lourdes que la simple question de il faut mettre des repères, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait un petit peu d'autorité. À ce déterminisme social s'ajoute trop souvent un cercle vicieux dans la violence, l'engrenage. Contre cette spirale fatale, un grand frère sillonne la France pour changer les mentalités. Adama Camara n'est pas tombé pour une rixe, mais pour une vengeance qui devait sauver l'honneur de la famille. Son quartier, c'est à Garges-les-Gonesse, au nord de Paris, dans le Val d'Oise. Là, on est à la Tour de Lamartine, au quartier Lamartine, là où j'ai grandi. À Place Lamartine, c'est là qu'on a traîné. Avec ses amis, il a passé des heures dans ce hall. L'ennui, ça attire les problèmes. Quand on n'a rien à faire, il faut qu'on s'occupe. Nous, plus jeunes, malheureusement, notre seule occupation, c'était soit aller jouer au foot, ou soit, quand on était dans les embrouilles, aller s'embrouiller. Mais en 2011, sa vie bascule à cause d'une embrouille. Pas entre bandes, mais entre copains. Devant la gare RER de Garges-les-Gonesse, son petit frère de 18 ans est agressé par un ami à coups de couteau. Il ne se relèvera jamais. On apprend la mort brutale de mon petit frère Sada, qui se fait assassiner à coups de couteau. Derrière, s'en est suivi malheureusement une réalité, une famille brisée, dévastée, ce sentiment de tristesse, de colère, surtout de vengeance. Et le déclic, malheureusement, je l'ai eu un soir quand je dormais.
Je me suis levé dans la nuit, je donnais le biberon à ma fille parce que j'ai quand même voulu reconstruire une vie. Et de là, à un moment donné, je me suis dit, attends, Adama, tu avais fait une promesse à Saada à la morgue. Tu lui as dit que tôt ou tard, tu vas le venger. Et là, tu mènes ta vie. Et je me suis dit, tant que je ne l'ai pas vengé, je ne vais pas être soulagé. Adama achète une arme à feu, jusqu'au jour où il tombe sur le frère du meurtrier et ses copains. Je revenais de Paris avec un ami à moi, on rentrait dans le quartier, et ben, j'ai vu le grand frère de celui qui a tué mon frère qui était posé ici avec d'autres amis à moi. Et j'ai demandé à mon ami de freiner, il freine et j'ouvre le feu sur eux directement. Adama blesse grièvement l'un d'eux et passe 5 ans et demi en prison. À sa sortie, cette vidéo va le transformer. Elle tourne alors en boucle sur les réseaux sociaux. Un adolescent de 17 ans y est roué de coups. Il survivra de justesse avec 67 points de suture à la tête. Cette vidéo agit comme un électrochoc pour Adama. Il veut désormais sauver des jeunes. Alors, dès qu'il le peut, il prend la route à bord de son drôle de fourgon. Là, on va sensibiliser et présenter la grotte mobile. Ce matin, il se rend à Strasbourg au collège Saint-Germain. 800 élèves, classés réseau d'éducation prioritaire, l'établissement a connu des troubles en juin 2023. Le personnel éducatif fait ici ce qu'il peut pour endiguer la violence de certains adolescents. Allez, la jeunesse, on avance, on va commencer. Mais n'a pas forcément les codes. Adama arrive lui avec une autre légitimité. Qui a déjà vu une vidéo de quelqu'un qui est en prison? Levez la main. Bien haut, qu'on puisse bien voir. Ok, tous. Et souvent, quand on regarde ce genre de vidéo, on a l'impression que la prison, c'est facile. Sur ces vidéos, des détenus font les malins et les postent pour impressionner leur quartier, comme des petits caïds. Et c'est là que la grotte mobile entre en jeu. Sur la porte, le numéro d'écrou d'Adama. À l'intérieur, une cellule reconstituée. 9 mètres carrés, pas un de plus. Violence, promiscuité, solitude. Pour démystifier la prison, il veut que ces jeunes s'y frottent. Surveillante. Allez, 5 par 5. 1, 2. Regardez, visitez. C'est chaud là. C'est petit. C'est petit. C'est petit. C'est ça la taille d'une cellule. Ta cuisine, elle est là. Hein. Elle est en face de vous. Hein. C'est la plaque chauffante, ouais. Il n'y a pas de, comment on dit, il n'y a pas d'hygiène. Ah oui. Et pour manger, c'est vite fait. Ils peuvent prendre conscience, ils réfléchissent aussi beaucoup. Se dire, est-ce que tu te vois vivre 22 heures sur 24 dedans? Les couvertures, elles sont pas... Ah, les couvertures qui grattent. Ouais. C'est les couvertures de prison. C'est choquant. C'est pour ça qu'on fait de la prévention. C'est pour leur montrer la réalité d'une cellule. C'est pas ce qu'on voit sur Snapchat ou sur les réseaux. Sur les réseaux, quand vous regardez ces vidéos, elles paraissent, la cellule, elle paraît plus grande. C'est bon, on y va? Au suivant? Je vois que vous êtes en train de suffoquer, là. Pour ces ados issus de quartiers difficiles, l'univers de la prison fascine autant qu'il effraie. Faut avoir un mental, hein. Après, je sais qu'en prison, il y a aussi beaucoup de violence, que ce soit en promenade ou peut-être dans la cellule aussi. Effectivement, en promenade ou en cellule, il y a beaucoup de violence. Admettons, demain, on est tous les deux en cellule, on s'entend pas. Il y en a un qui a attendu que son codétenu dorme. Il a chauffé de l'huile avec la plaque, hein. Il l'a mis dans le visage. Tu subis la violence. Tu subis la violence. C'est ça la réalité de la prison. Bien qu'il essaie de propager la bonne parole, Adama se rend compte que trop souvent, les adolescents seraient tenus par un code de l'honneur, une spirale infernale. Qui est prêt à venger son pote si demain il se fait tuer? Pour vous, vous êtes obligé de passer par là? Vous êtes obligé de passer par la vengeance? Pourquoi la vengeance derrière? Parce qu'il y a que c'est le moyen de se faire justice. C'est à toi de faire justice? C'est le moyen. C'est le seul moyen? T'es pas un vrai pote si tu... Si t'es pas un vrai pote, si? Si tu venges pas. Si tu venges pas. T'es pas avec quelqu'un et on le tue. Ouais. Si tu le venges pas, t'es obligé de le venger. La justice, on se la fait pas nous-mêmes. Et même, voilà, moi j'ai fait ce que j'avais à faire pour moi. Et au final, j'ai plus perdu que gagné. Hein. J'ai rien gagné, moi, dans cette histoire. 1, 2, 3.
Adama intervient avec sa grotte mobile partout en France, le plus souvent dans des zones dites sensibles. Mais depuis quelques mois, des quartiers et des villes plutôt privilégiées sont touchés par une violence d'un nouveau genre. Loin des cités, des adolescents armés de couteaux commettent l'irréparable. En mai 2025, à Nantes, dans le collège-lycée privé Notre-Dame de Toutes Aides, Justin, 16 ans, tue une camarade et blesse 3 élèves à coups de couteau. À Benfeld, au sud de Strasbourg, 4 mois plus tard, Nicolas, 14 ans, blesse sa professeure de musique avant de se tuer. Dans les deux cas, des adolescents qualifiés de fragiles, bizarres et qui s'en prennent à des femmes. Et en juin 2025, c'est ici à Nogent, dans la Haute-Marne, une commune rurale de 3500 habitants, qu'un drame a fait la une de toute la presse. À 8h15 du matin, à l'entrée du collège Françoise Dolto, une assistante d'éducation de 31 ans, Mélanie, est assassinée de plusieurs coups de couteau par un élève et sous le regard des gendarmes qui contrôlaient les sacs ce matin-là. Quelques heures après le drame, des fleurs sur les grilles. Et Evan, le beau-fils de Mélanie. C'est ma belle-mère, hein, j'ai vécu avec elle. Elle a élevé mon petit frère. C'est un membre de ma famille qui est parti. C'était quelqu'un d'incroyable, c'était une femme superbe, c'était une mère aimante, une belle-mère aimante, une compagne incroyable pour mon père. Elle adorait venir travailler ici, vraiment se lever le matin, elle était heureuse d'aller travailler, quoi. On est dans la campagne, on se sent un peu intouchable de ce qu'il s'agit des violences de ce genre. On a beaucoup plus l'habitude de voir ça dans les grandes villes ou ailleurs, où que ce soit, mais ici, forcément, ça surprend et aujourd'hui, ma belle-mère est morte, quoi. Mélanie était précisément la cible du collégien de 14 ans, Quentin, armé d'un couteau de cuisine. Ses élèves connaissaient bien l'une et l'autre. Ils sont les premiers témoins du crime. En fait, on attendait devant le collège. Je montre mon carnet à la surveillante, à Mélanie. Et puis là, je vois Quentin, il sort un couteau. Il essaye de planter Mélanie. Et puis elle fait une esquive, mais elle se fait toucher à l'oreille quand même. Elle court vers moi. Quentin, il la plante dans le dos, à l'épaule et dans la côte. Elle tombe sur mes pieds. Pendant ce temps-là, Quentin, il dit « Ah, c'est qui le meilleur maintenant, le plus fort ?» Et puis il rigolait. Il avait à la fois un sourire en coin et à la fois, on avait l'impression qu'il avait un visage neutre et dépité, comme quoi il se rendait compte de ce qu'il avait fait. Et dans ma tête, c'est encore un mauvais rêve. J'arrive pas à me rendre compte que c'est réel, genre. Quentin, un garçon sans trop d'histoire, mais connu pour des pensées morbides. C'est quelqu'un que je vois tous les jours, genre à l'arrêt du bus. Des fois, il était un peu bizarre. Il envoyait des vidéos des personnes qui se sont décapitées, avec un emoji qui rigole. Il m'a raconté une histoire qui se battait avec un fantôme dans sa chambre. Ça fait froid dans le dos. Un de ses meilleurs amis décrit un garçon populaire dans le collège, honnête et pris de justice, mais en bisbille avec les surveillantes. Quentin avait l'impression d'être pris pour cible par les surveillants, qu'on se foutait de sa gueule, quoi, un peu, et qu'on l'engueulait souvent pour pas grand-chose. Les surveillants cherchaient la petite bête avec lui, quoi. Quentin avait surtout des problèmes avec Mélanie. 4 jours avant le drame, un incident au collège a peut-être été le déclencheur. Le vendredi après-midi, il avait fait un câlin à sa copine. Et juste après, du coup, il y avait une surveillante qui lui avait fait une remarque qui, pour lui, c'était une moquerie. Enfin, il l'avait mal pris. Il n'avait rien dit de particulier après, mais on sentait qu'il était énervé. Lui me disait que ça commençait à sérieusement le faire chier. Selon moi, c'est la goutte de trop, quoi, je pense. C'est ce que je pense. Sur son profil WhatsApp, il avait écrit une phrase « I am a little bit crazy and I have a lot of hate ». Si on traduit ? Je suis un peu fou et j'ai beaucoup de haine. Mais la première fois que j'avais vu ça, je croyais que c'était juste pour rigoler qu'il avait écrit ça. Le meurtre de Mélanie a sidéré la France. Pourquoi Quentin, ou Justin à Nantes, ou encore Nicolas à Benfeld ont-ils fait d'une frustration une agression souvent mortelle? Serge Effez, docteur en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, cible notamment les écrans.
Aujourd'hui, on voit de plus en plus de meurtres, d'attaques au couteau, de jeunes, où on cherche la logique. On n'y comprend rien. C'est-à-dire que ils ont des familles qui vont bien, ils vont à l'école, ils n'ont pas des mauvais résultats scolaires, ils ne sont pas socialement défavorisés, et pourtant ils passent à l'acte. Et la seule chose qu'on peut retrouver, c'est ce rapport très particulier et très addictif aux écrans qui les décolle de la réalité. Il y a de plus en plus d'études aujourd'hui qui sont de plus en plus fouillées et qui montrent une corrélation entre le nombre d'heures qu'on passe devant les écrans et des symptômes comme l'angoisse, comme la dépression, comme la colère. Et pour certains, la déconnexion avec la réalité conduirait jusqu'à l'hyperviolence. Quant à leur cible, les femmes, ce ne serait pas un hasard non plus. C'est, me semble-t-il, chez eux, l'expression de cette question de qu'est-ce que c'est qu'être un homme aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'être viril aujourd'hui, et l'expression d'une masculinité toxique. Les réseaux sociaux charrient en permanence des éléments contradictoires par rapport à ça. Donc ils vont avoir tendance à se référer à ce qui paraît finalement le plus sûr, c'est-à-dire la force, la domination, voire une certaine forme de violence. Aujourd'hui, le meurtrier de Mélanie est incarcéré et nos gens pansent ses plaies. Mais avant de partir, un lycéen nous fait une confidence assez surprenante sur la présence d'armes dans ce collège tranquille. Entre la 6e et la 3e, j'ai senti une évolution de violence dans l'établissement. Il y avait beaucoup de bagarres, beaucoup de menaces, des personnes venir avec des couteaux, des tournevis ou autres. J'en ai vu pas mal ici. Le fait d'avoir un couteau, pour eux, c'était se montrer puissant aux autres, c'était se dire moi j'ai un couteau, fais attention, parce que si tu fais une connerie, moi j'ai un couteau, j'ai quelque chose et pas vous, quoi. Je pense que c'est plus pour faire peur avant, mais maintenant on les utilise, quoi. En réaction au meurtre de Mélanie, depuis le 5 septembre 2025, le gouvernement a interdit à la vente certaines armes blanches, comme ces couteaux et machettes zombies pointues, avec un côté tranchant et l'autre dentelé, ou ces coups de poing américains à 4 trous, simples ou combinés avec une arme blanche. Mais aucune loi n'interdira la vente des couteaux de cuisine. Si la délinquance des mineurs baisse depuis une dizaine d'années de manière continue, les condamnations pour port d'armes et les actes de grande violence ont presque doublé. Alors, même dans les quartiers très tranquilles, des parents et adolescents s'inquiètent. T'as même pas peur, toi? T'as même pas peur? À Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine, tu peux distribuer les couteaux, s'il te plaît. Un pour deux. Des dizaines de parents ont inscrit leurs enfants à ce cours de self-défense. À la tête de ce stage couteau, un ancien policier du raid. Je suis en train d'attendre le bus, le gars il vient derrière moi, il me met un coup de couteau, je vais le prendre comme tout le monde. D'accord? On est dans la rue, c'est une zone de danger la rue. Donc on est vigilant, on observe ce qui se passe autour, on écoute ce qui se passe. On évite de croiser certaines personnes qui nous paraissent un peu bizarres. Maintenant, quand on voit un gars qui dans la rue qui attaque des gens avec un couteau, on essaye de rentrer, se mettre à l'abri quelque part. On essaye de sauver sa peau, d'accord? Donc on va travailler là-dessus. Elle va bloquer, elle va ramener sur moi. Elle va ramener sur moi. Je vais repartir de l'autre côté, bien sûr. Donc pour l'instant, on va faire que ça. Parmi les stagiaires, des filles qui soignent leur peur en enchaînant des parades anti-couteaux. En tant que jeune fille, je vais apprendre à me défendre. Le couteau, c'est un danger, ça peut être très angoissant si on est face à un couteau. Ici, on apprend à gérer sa panique et c'est très important. Vous étiez 3, vous étiez comme ça. Vous pensez vraiment que là, vous pouvez tenir un vrai couteau? C'est du plastique. S'il fait ça, j'ai la main en sang. Donc, on serre le poignet. Voilà, moi je tiens. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Voilà, on l'amène au sol, on l'amène au sol, on l'amène au sol. On les fait tenir. Voilà. Mais dans le dojo, les plus rassurés sont sans aucun doute les parents. En tant que parent, déjà oui, on peut se dire qu'on apporte des outils à l'enfant qui, on espère, ne s'en servira pas, mais en tout cas, il a appris quelques notions. La séance s'achève par un exercice étonnant. Cette fois, le chat aura un couteau. Alors c'est parti, le petit chat vert. Le chat et le couteau, une fable moderne qui rappelle que la prévention, celle contre les rixes, les excès des écrans ou contre l'échec scolaire, restera la plus efficace des armes.
L'immense majorité des victimes et participants à ces rixes sont de jeunes garçons. Mais rares sont les pères à prendre la parole pour témoigner de leur douleur. Nous retrouvons un père qui a choisi de parler. Magloire Diablé a 63 ans. De nationalité ivoirienne, cet ancien fonctionnaire dans la finance et producteur de musique est le mari d'Awa Diabaté. Ensemble, ils se sont engagés dans la lutte contre les rixes. On est rue de la Roquette à Paris, dans le 11e arrondissement. Ouais, c'est ça. Et c'est ici que votre fils a été tué il y a 8 ans, pratiquement jour pour jour. Ouais, c'est là il a pris le coup de couteau. C'est là. Son fils de 15 ans, Ismaël, tournait alors un clip avec son groupe de rap. Quand une bande venue d'un autre quartier a fait irruption, déclenchant une bagarre. Ismaël a alors tenté de séparer deux jeunes gens et a fini mortellement poignardé. Ils ont essayé de le réanimer. Après, ils l'ont transporté à l'hôpital Salpêtrière, 21h également. Et le tueur avait 15 ans. Il avait 15 ans. Qu'est-ce qui l'a motivé? On ne sait pas. Et il a été condamné. Si c'est ce qu'on appelle une condamnation, bon, il a été condamné. Il a été condamné à 5 ans de prison. À 5 ans, 3 ans après, il est sorti. Pour bonne conduite. Il est ressorti, il a mis les clips pour dire qu'il est fier. Et il met des clips sur les réseaux sociaux où il est fier d'avoir tué Ismaël. Il dit sur les réseaux sociaux qu'il est fier d'avoir tué votre fils. Voilà. Vous avez... Ses amis. La famille d'Ismaël a porté plainte pour apologie du crime contre le meurtrier de leur fils. S'il a été condamné à une peine de 100 jours amende, la justice n'a pas interdit la diffusion du clip. Il y a l'auteur du film et pas la victime parce qu'en sortie vers aller. Magloire ne comprend toujours pas pourquoi ces vidéos sont toujours en ligne. Ce que je ne comprends pas, c'est que moi j'avais voulu qu'on enlève les clips. Parce que ça réchauffe encore les problèmes de 2018. Et vous ne l'avez pas obtenu que ce clip soit retiré? Non. Il est toujours là. Les clips sont toujours là. Je vais vous dire une chose. Moi, je n'étais pas là quand mon fils a pris le coup de couteau. J'étais à Abidjan. Je venais de l'appeler à la veille. Et là, on vient me dire dimanche matin qu'il est mort. C'est la chose la plus difficile. Ouais, non. Voilà. Dans le quartier de la Roquette, près du cimetière du Père-Lachaise, Magloire est devenu une figure reconnue. Ici, tout le monde l'appelle tonton. Après la mort de son fils, le père de famille s'est donné une mission, empêcher les amis d'Ismaël de céder à la vengeance et endosser le rôle d'éducateur auprès des plus jeunes. Ouais, les gars, ça se passe le basket. C'est la nouvelle génération qui arrive. C'est avec eux que je travaille maintenant. Ah oui. Ouais, Bonjour. Ils sont jeunes. Ils sont jeunes, donc c'est eux la relève. Lui, je l'ai vu tout gamin. Mon chouchou, je l'ai vu tout gamin, il est devenu grand. Lui aussi. Ça va, beau gosse? 8 ans après le meurtre, les jeunes gens sont toujours marqués par la disparition d'Ismaël. Voilà un ami à Ismaël. Ah oui, bonjour. C'est toi. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Oui. Ouais, moi aussi. Hey, papa, maman, ça va la maison? Ça va. Bonjour. Voilà. Quand je le vois, je ne pas parce que c'était un enfant bien. Pour la mort d'Ismaël, il est parti. Seigneur, mon petit. Ça a été difficile après la mort d'Ismaël? Il ne se retrouve pas aujourd'hui. Ah, c'est sûr que ça m'a fait un choc. Le moral, ça va plus. Après, j'essaye de faire avec. Vous avez quel âge aujourd'hui? 22? 23? Ils ont le même âge. Vous vivez avec vos parents? Oui, mes deux parents. Ouais. Mais vous avez aussi tonton. Il vous aide aussi, oui. La fresque en l'honneur d'Ismaël a été peinte dans le square de la Roquette. Le garçon y avait passé toute son enfance. Ismaël Diablé. Ismaël, vous m'avez dit, il était rappeur, il adorait la musique. Oui, il chantait. Et il écrivait des paroles. Il écrivait les paroles. Vous voyez la fresque, on a mis le ballon et puis le micro pour symboliser tout ce qu'il était. 8 ans après cette tragédie, qu'est-ce que vous en retenez au-delà de la douleur qui reste évidemment la même, mais qu'est-ce que ça vous a appris sur la vie et sur la délinquance des jeunes Je suis passé à plusieurs émissions avec les youtubeurs, Chairman,
Magloire utilise sa notoriété en ligne pour transmettre un message de paix. Et ça m'a permis d'aller vers ces jeunes. Et j'ai vu leur regard. Parce qu'il y en a qui m'ont dit, voir un papa pleurer, c'est la première fois que nous on voit ça. C'est pour ça que je parle aujourd'hui, quand je parle avec les jeunes, ils font mal. Ce que je fais pendant 2 ans ici à La Roquette. Je reste avec eux et on vient ici, on partage beaucoup de choses, on partage le repas. Je leur ai appris à partager le repas avec moi. Je leur ai appris à boire avec moi. Quand il y a un qui est en train de boire, je lui arrache, je dis tonton a soif. Et puis je lui donne. Je partage avec lui. C'est là la confiance s'est établie. Mais vous racontez cette société en Afrique où l'enfant est toujours sous la surveillance de quelqu'un, que ce soit ses parents, ses oncles, ses voisins, etc. Pourquoi ce modèle-là, on n'arrive pas à le perpétuer ici, à le garder ici en France? Parce que les femmes sont souvent seules, et parce que la famille est éclatée, parce que... Ouais, il y a des... Il y a plus cette solidarité comme il y a chez vous. Il y a beaucoup. Moi, j'ai vu des cas, il y a beaucoup de problèmes. Un enfant ne doit pas zoner de 18h à 6h du matin. Zoner, c'est-à-dire traîner dans la rue. Traîner, c'est possible. L'éducation du dehors est très difficile. Tu vas à la drogue, à faire des conneries, à voler la drogue et tout ça là. Et une fois que ça existe dans ta vie, c'est fini. Magloire est régulièrement sollicité pour discuter avec les jeunes garçons du quartier. Il y en a qui me disent, tonton, si au début on avait eu quelqu'un comme vous, je crois que les choses allaient changer. Et ces jeunes, je me suis rendu compte que... Ils sont nombreux à ne pas avoir connu leur père. Le parapluie éducatif et spirituel, ça vient du père et de la mère. S'il y a un qui manque, la mère ne peut pas tout faire parce qu'elle se lève tôt le matin. Le travail que je suis en train de faire, c'est pour compléter un peu les mamans. Parce que pour moi, quand j'ai vu que les mamans souffraient trop, celles qui étaient au four, au moulin, je me suis dit, il faut que je prenne la parole. Aujourd'hui, je ne m'appelle plus Magloire Diablé. Je m'appelle le papa d'Ismaël. Vous voyez, je porte le nom de mon fils qui est mort. Et j'en suis fier. J'en suis fier. Ismaël m'a laissé une mission. Si je peux la continuer, comme ça, parler aux jeunes, j'ai au moins 10 000 jeunes qui me suivent sur les réseaux sociaux. Chaque soir, je suis en contact avec eux. Et votre mot-clé, c'est quoi à l'égard des jeunes? C'est respect, c'est... Respect, considération. Respect, considération. Il faut les considérer. Merci en tout cas. Ça m'a fait plaisir de parler avec vous. Bon courage. Bientôt. Merci beaucoup. À Paris, plus d'une trentaine de rixes ont été recensés en 2025. Un chiffre qui a triplé en 3 ans. Dans le quartier d'Ismaël, le travail de Magloire et des éducateurs a payé. Cette violence a jusqu'ici totalement disparu. Cette émission a été préparée avec Emo Touré, réalisation au plateau Éric Voringer, rédaction en chef d'Enquête exclusive Christophe Brûlé et Maude Brunel, production Anne Conézil. Bonne soirée sur M6.